Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Lucas Guigné qui est coach et préparateur physique. Il est passé par des clubs reconnus comme le Stade Rochelet et il a déjà aidé un grand nombre de personnes à atteindre d'excellentes conditions physiques. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de sa passion pour le sport et de divers sujets liés à la préparation physique comme la planification d'entraînement, la musculation, le cardio, le crossfit, l'haltérophilie et encore d'autres sujets très passionnants. Je vous laisse découvrir notre conversation et je vous souhaite une excellente écoute. Du coup, c'est bon, on est parti. Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on accueille Lucas Guigné. Bonjour Lucas. Salut Johan. Comment tu vas? Ben écoute, aujourd'hui j'ai la forme. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais je me sens en forme aujourd'hui. Ok, parfait, au top. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais en ce moment, puisque tu es dans la prépa physique, dans le coaching, tout ça. Alors moi je m'appelle Lucas Guigné. Ça va paraître bizarre, mais je vais peut-être pas forcément commencer par le côté professionnel. Je vais peut-être commencer par le côté un peu plus passion. Vas-y. Moi j'ai commencé la muscu à 13 ans. À cette époque, si tu veux, je me demandais même pas qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais devenir prépa physique? Est-ce que j'allais devenir coach? Où est-ce que j'allais me retrouver globalement? J'allais plus, tu vois, moi j'ai commencé avec une paire d'haltères. Ça va être tout bête, mais c'est ma mère, tu vois, elle m'a acheté une paire d'haltères et j'ai au début pas du tout accroché à la muscu. Mais au fur et à mesure, j'y ai pris goût. Et au tout début, je m'entraînais dans mon grenier. Donc rien à voir. Je m'entraînais. Et au fur et à mesure, tu sais, au début, j'avais pas du tout la motivation, je pense comme beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, ça vient. Et je me suis entraîné pendant mon grenier, genre au froid, avec un bonnet. Enfin bref, l'enfer un peu sur Terre pendant 3 4 ans dans mon grenier. Et finalement, aujourd'hui, si je devais résumer les choses, j'ai plusieurs activités. Je suis prépa physique dans des clubs de haut niveau. J'étais au Stade Rochelet rugby cette année, donc c'était une belle expérience du côté rugby. Donc principalement sur une étude sur l'amélioration des fonctions exécutives du rugbyman. Euh, donc ça, c'était le premier plan. J'ai été aussi au niveau basket. Donc j'ai été sur la Pro B, sur les espoirs aussi également, pour pouvoir développer l'ensemble des qualités physiques. Et j'ai été du coup responsable de la prépa physique du centre de formation. Et à côté, du coup, moi, j'ai mon entreprise où globalement, je développe les capacités athlétiques des sportifs, globalement sur des sports où la force et le conditionnement sont la priorité. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de rendre les personnes le plus fort et le plus conditionné possible. Je m'éloigne des sports où ces dominantes ne sont pas présentes, même si ça m'arrive d'être avec des sportifs, actuellement par exemple avec où j'ai bossé sur la réhabilitation de Sébastien Michaud, qui lui bosse au niveau des JO, enfin a pour ambition les JO, et qui est actuellement au championnat d'Europe en Pologne. Voilà. Ok, d'accord. Très intéressant. Et donc, du coup, tu as eu affaire à différents sportifs, Ouais. différents sportifs, différents sports. Euh, Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ça. J'ai eu beaucoup de sports différents. Si tu veux, moi, j'ai toujours eu la démarche de me dire, plus je vais faire de sport, plus je vais avoir de visions différentes et plus je vais pas rester enfermé dans ce que j'ai envie de faire, tu vois. Avec ma petite vision, tu vois, au début, moi, je viens du monde du rugby. Enfin, avant, j'ai fait un peu de lutte à un bon niveau. Mais globalement, je viens du monde du rugby de base et je voulais pas m'enfermer dans le monde du rugby, c'est le monde du rugby et je n'ouvre pas les yeux. Ma démarche, la première démarche que j'ai eue, c'est d'apprendre un peu partout. C'est d'aller voir tout ce qui se passe ailleurs.
Donc, moi, je suis arrivé en licence TAPS, pas plus sportif que ça, à part la muscu, tu vois. Je faisais pas de conditioning, pas toutes ces choses-là. Et arrivé en STAPS, j'ai eu la démarche inverse, c'est-à-dire que j'ai voulu aller voir ce qui se passe en haltéro. Donc, j'étais chercher le club qui était le plus proche de chez moi et j'ai directement été là-bas. J'ai fait 2, 3 ans d'haltéro où j'ai passé le BF1 muscu, BF2 muscu et le coach haltéro en même temps que ma licence TAPS, où je passais les brevets fédéraux de rugby en parallèle aussi. C'était pas mal de boulot. Et après, j'ai été aussi m'entraîner avec un monsieur qui, paix à son âme, est décédé, qui s'appelait le Gérard Lacroix, qui était un fou d'athlétisme, qui a été gérant du Pôle France, qui a eu plein de sportifs de bon niveau, des personnes au JO en sprint. Et j'ai été me former auprès de lui en termes d'athlé, surtout sur le côté vitesse. Et en même temps, dans ce club, j'ai rencontré un mec qui est formidable aussi, qui s'appelle Michael Pilot, qui lui est plus sur le côté demi-fond. Et du coup, j'avais cette dominante en sprint, cette dominante demi-fond et cette dominante technique altéro. Et je pense que tu vois, je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir, c'est-à-dire essayer d'aller chercher un peu partout pour pouvoir apprendre le plus possible et se faire son propre système et pas rester enfermé dans sa discipline. Ouais, c'est clair. Du coup, t'as eu des athlètes, t'as eu des rugbyman, des basketteurs, c'est ça? Ouais. T'as eu d'autres sports encore? J'en oublie. Euh, Bah après, dans ma société, j'ai pas mal d'autres sports. J'ai aussi des mecs qui sont là dans le football américain. D'accord. Donc, par exemple, des mecs qui étaient dans la première ligue française et qui du coup maintenant essayent de partir un peu à l'étranger. Bah, du coup, j'ai eu des sauteurs en hauteur, comme Seb, sur le côté réhab. J'ai eu des powerlifters, mais globalement, plus sur la planification du powerlifting. Mais c'est quelque chose qui me correspondait pas. Du coup, j'ai arrêté de bosser avec eux. J'ai eu des rugbyman, j'ai eu des basketteurs. Et puis après, j'ai eu d'autres personnes sur le côté réhab, mais c'est un côté que j'ai plutôt abandonné. Et maintenant, je me concentre vraiment sur des sportifs qui veulent être forts et conditionnés parce que c'est vraiment ce qui me plaît moi. Ok. Et là, tu vois, j'oriente un peu les choses pour pouvoir développer du conseil sur la planification de l'entraînement et la programmation. Voilà, Ok. c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. D'accord. Et donc toi, ouais, tu m'as dit que tu étais d'abord du rugby. Quand tu as eu affaire à d'autres sports que tu connaissais peut-être moins bien, comment tu t'y es pris du coup pour pouvoir proposer une planification d'entraînement ou des exercices, une prépa physique, tout ça, pour un sport que tu connaissais un peu moins bien? Parce qu'il faut quand même connaître un minimum le sport pour pouvoir proposer de la prépa physique spécifique. Si on a fait, à moins que c'était de la PPG, je sais pas. J'ai eu deux approches différentes, c'est-à-dire que j'ai eu l'approche de ma vision de débutant en préparation physique, où quand je sortais de la licence, même si c'est relativement récent parce que je suis plutôt jeune, la première, enfin quand je suis sorti de la licence, la première chose que j'ai faite, c'est faire de l'analyse de la tâche. Tu vois, je respectais un peu mes cours et je m'étais dit bon, il faut que je respecte absolument le plan de l'université, c'est-à-dire je fais mon analyse de la tâche, je fais ma prog, et, tu vois, et j'ai cette continuité. Mhm. Et, la réalité du terrain m'a vite rattrapé. C'est-à-dire que quand tu es à des niveaux amateurs, tu as des fois plus le temps, mais quand tu es dans le haut niveau, parce que j'ai aussi fait de la Fédérale 2, je suis pas directement plongé dans le top 14, j'ai aussi fait des clubs un peu plus petits, tu vois. Et quand tu es plongé dans le tout va vite, tout va vite, tout va vite, t'as pas tout le temps de faire une analyse de la tâche. Et moi, j'ai remis en question beaucoup ça. Et aujourd'hui, je vois beaucoup plus les athlètes comme quelque chose qu'il faut développer. Enfin, pour moi, une qualité athlétique. Alors oui, par exemple, si c'est un sauteur hauteur, tu vas faire attention à pas lui faire trop prendre de muscle parce que dans la globalité, son rapport poids-puissance, il est super important. Mais moi, je le vois vraiment comme un athlète, comme quelqu'un que tu dois développer athlétiquement et pas forcément comme un sport spécifique. C'est-à-dire que le principe de spécificité, moi, il arrive vraiment et en fait, cette spécificité, elle se retrouve dans son sport. Et pour moi, ça, c'est sa préparation spécifique. Moi, je le développe en tant qu'athlète sur le niveau force, sur le niveau conditioning, sur la puissance, sur l'explosivité, sur toutes ces qualités-là. Et après, le sport spécifique, c'est l'entraîneur. Quitte à orienter l'entraîneur vers de la préparation physique intégrée et lui donner du conseil là-dessus. C'est ce qui me paraît le plus pertinent et efficace avec la réalité du terrain d'aujourd'hui où on est pressé par le temps en permanence. Ok, et prépa intégrée, du coup, t'en fais pas? Si ça se fait, c'est l'entraîneur qui fait?
Ouais, je fais très très peu de spécifiques. Globalement, je vois l'athlète comme une. Tu vois, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que tu dois développer, ses qualités athlétiques, et tu le développes pas pour le rugby. Pour moi, l'athlète, je le vois comme ça, c'est-à-dire que plus il a un grand panel de qualités athlétiques, amplitude articulaire, la plus grande force, la plus grande explo, tu vois, plus il va être capable de le retrouver sur le terrain. Et ce que je me suis rendu compte, tu vois, en travaillant avec certains rugbyman, en travaillant avec certains trucs, c'est quand tu vas trop dans la spécificité, tu peux même dégrader leurs gestes techniques sur le terrain en soi. Et quand tu dégrades la passe d'un rugbyman, bon, c'est relou, mais ça peut encore le faire. Quand tu dégrades les gestes techniques d'un golfeur, crois-moi qu'il va un peu plus t'engueuler, tu vois. Ouais, mais faut vraiment le faire, parce qu'en général, si tu fais du bon spécifique, à mon avis, justement, c'est censé pouvoir être, transférable, comme on dit dans le sport. Mais j'avais vu ça, j'avais vu l'exemple, des tennisman, je crois que c'était un prof qui avait pris cet exemple, qui avait dit que, par exemple, simuler des coups droits ou des revers avec une poulie, par exemple, c'était complètement contre-productif parce que ça n'a rien à voir. Donc en fait, la prépa physique spécifique, elle doit être, ça doit pas, simuler un geste ou quoi, mais ça doit être surtout transférable et on doit retrouver les qualités qui sont, bah, justement spécifiques à l'activité, quoi. Ouais. C'est Et peut-être, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et je pense même que si tu veux, on pense que les athlètes de haut niveau sont des athlètes de haut niveau en préparation physique. Et la réalité des choses, c'est que beaucoup d'athlètes de haut niveau ne sont pas des athlètes en préparation physique et qui, du coup, ont un niveau de développement en préparation physique qui, des fois, est très bas, à part pour les athlètes. Dans l'athlétisme, que j'ai rencontré des mecs qui ont un gros développement athlétique. Généralement, dans les autres sports, ils n'ont pas des développements athlétiques gigantesques. Donc, quand tu fais de la PPG, ils progressent dans trois quarts des cas, quoi, ouais, globalement. ouais. Surtout dans les sports co. Bah, ouais, parce qu'on retrouve pas mal de qualités qu'on travaille dans la PPG. Mais ouais, là, bah, je pense que tu vois peut-être la chose comme ça aussi. Il faut d'abord, avoir une bonne base solide avec une PPG et une fois que ça s'est mis en place, se diriger vers de la PPS. Ouais, ouais, et puis après, c'est des mots qui, pour moi, sont un peu vieux dans le sens que PPG, PPS, c'est des choses qui aujourd'hui sont un peu, sont un peu hors temps parce que c'est des choses qu'on n'a plus le temps de mettre en place globalement dans la vitesse du haut niveau. C'est plus, pour moi, c'est plus possible. Et en fait, moi, et ce que je fais, enfin, jusqu'ici, ça a pu fonctionner avec, je vais te dire, 90% des athlètes parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais trois quarts du temps, en fait, je vais travailler que en PPG, PPPG, PPG, PPG. Et peut-être que 2 semaines avant la compète, pour faire une petite phase d'affûtage, je vais réduire le volume en PPG. Je vais dire à l'entraîneur, bah, entraîne le plus dans son sport spécifique, en fait. Et ce sera pour moi la préparation la plus spécifique possible, son sport. Ouais, ouais, ouais. Puis même, de toute façon, maintenant, là, c'est une question que je me suis beaucoup posée, avec, dans beaucoup de sports, on a des compétitions, qui sont très rapprochées, qui sont, bah, limite toutes les semaines. Donc, ouais, on n'a plus forcément le temps de faire, de la PPG, de la PPS, avec des macrocycles, tout ça, bah, un peu toute la théorie qu'on voit à la fac, en fait. Ouais. Moi, la réalité des choses aujourd'hui, c'est que je fais plus de planification linéaire. La planification linéaire, elle a complètement disparu de mes planifs et je planifie à la semaine avec des priorités, mais surtout du microdosage sur l'ensemble des qualités. C'est-à-dire, je te donne un exemple, par exemple, à chaque fin d'échauffement, tous mes athlètes, ils font du microdosage de pliométrie, tu vois. Ce qui me sert de potentiation pour la suite de ma séance. Généralement, ils commencent par un exoforce quand c'est loin de la compète. Et au fur et à mesure de la semaine, il y a du délestage, on passe plus sur la puissance et la vitesse. Mais globalement, ils travaillent toutes les qualités dans la semaine. Et Je... qu'est-ce que tu appelles microdosage? Le microdosage, pour moi, c'est ou ce qu'on appelle la dose minimale effective, c'est-à-dire la dose minimale quand ils sont novices pour développer, mais aussi pour maintenir la qualité. Donc globalement, si tu veux, je fais de la pliométrie pour entretenir la qualité pliométrique en début d'entraînement, par exemple. D'accord, OK. Et ce qui, pour des piliers qui font 120 kilos, développent leur qualité quand ils n'ont pas de qualité pliométrique. OK, ah oui, Et, ouais. euh, Ouais. et pour moi, tu vois, il y a des gens qui font des cycles de pliométrie. Ça, les planifications linéaires, pour moi, c'est génial quand tu contrôles absolument tous les paramètres et que tu sais que tu bosses avec un athlète individuel, tu sais que c'est lui qui te paye, tu sais que c'est lui qui investit et qui va ne louper aucune séance. La réalité du sport co, c'est que bah, tu sais pas s'il va pas avoir un problème, une blessure, une gêne. Et si tu veux,
En faisant une planif un peu plus moderne où tu travailles l'ensemble des qualités à la semaine, force, puissance, explo, tu es plutôt en mode bon, s'il arrive quelque chose, au moins j'ai déjà tout travaillé lundi ou mercredi et tu vois, il n'y a pas une qualité qui passe à la trappe. Ce qui, ce qui, ce qui d'expérience arrive toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu as un pépin, un jour qui a une gêne, un jour qui est blessé, un jour qui a un, tu vois, un jour, toujours des petits problèmes, tu vois. Et tu arrives quand même à avoir des phases de développement si tu fais tout dans une même séance? Bah, c'est-à-dire qu'en saison, mon objectif, c'est pas le développement. Et du coup, moi, c'est plus le maintien des qualités avec la prévention blessure. Donc, si tu veux, moi, j'ai deux séances, une séance force, une séance vitesse. C'est comme ça Mmh. que je le fais à la semaine, une séance force, une séance plutôt axée vitesse. C'est-à-dire qu'il y a de la force et de la vitesse dans les deux, mais il y en a une qui est priorité, 80-20. Tu Mmh. vois, genre 20% de force, 80% de vitesse et inversement. Euh, hors saison, c'est plus des planifs où, par exemple, je vais avoir trois entraînements force plus axé sur la force et l'hypertrophie pour les rugbyman, je parle bien des rugbyman, et deux séances plutôt axées conditioning. Et encore, je réfléchis à l'utilité du conditioning quand je vois que leur sport leur permet des fois de récupérer ces choses-là. Et quand ils ont des trêves très, très courtes et où ils n'ont pas eu le temps de perdre du conditioning, des fois, j'hésite à ne plus en faire. D'accord. OK, ouais, du coup, tu axes tes séances sur la prévention de blessures et le maintien des qualités physiques. Est-ce que tu as déjà pensé à prendre des «risques» entre guillemets, dans le sens où, c'est un prof qui m'avait parlé de ça, où en fait, tu en parles avec un joueur ou plusieurs joueurs. Si ils sont, OK pour prendre un risque et qu'ils le prennent avec toi, où vous avez des séances de développement justement, et si c'est un risque parce qu'en fait si ça se rajoute et que ça fonctionne, bah, l'athlète sera en meilleure condition physique. Mais si jamais, comme ça se rajoute, ça va peut-être faire un peu trop, bah, justement, ça peut peut-être être, du je sais pas si on peut dire du surentraînement, mais ça peut, nuire Causer, à causer des problèmes, ouais, causer des ouais, problèmes à voilà. la perf, une contre-perf ou machin. Après, il y a la Ouais, question du temps à avoir aussi, mais faut pas je, avoir le temps, mais je- tu vois là, quand je vois les choses comme ça, alors j'aurais deux approches différentes, sport co et sport individuel. Le sport co, sachant que la prédominante, c'est le technico-tactique et le collectif, je ne prendrai pas le risque avec le sportif de le péter, alors qu'en fait, ce qui reste le plus gros facteur de perf, à part dans le rugby, ça reste le technico-tactique et le fait que le mec soit en vie sur le terrain. Donc, je prendrai pas de risque avec des sports co. Par contre, avec des sports individuels, je pense que je pourrais prendre le risque en accord avec l'athlète. Et si c'est un athlète de très haut niveau. Par exemple, un mec qui prépare championnat d'Europe ou JO, oui, je suis obligé de prendre des risques. Parce que quand tu veux être dans le top 1%, tu es obligé de prendre des risques. Après, à l'inverse, je le ferai pas forcément. C'est-à-dire que si c'est un athlète qui n'est pas encore de très très haut niveau, je prendrai pas le risque parce que pour moi, tu fais quand même du sport pour le plaisir et j'ai des athlètes qui sont même à niveau semi-professionnel, euh, privilégient leur santé à leur sport. Et je préfère avoir des athlètes en bonne santé que des athlètes qui perfent. C'est triste, mais voilà. OK. Et est-ce que dans tes planifications, bon, tu m'as dit que que tu planifiais à la semaine, mais est-ce que des fois, par exemple, tu as pas des trous ou des moments où tu peux te dire: «Ah là, par exemple, je peux caler une séance de développement sur, la vitesse ou la force». Ça t'arrive de temps en temps ou pas? Ouais, ouais, après, tu as toujours une démarche de progressivité à l'intérieur de ces planifs-là. Par exemple, pour la trêve hivernale, avec le rugby, on a des moments de développement, mais c'est aussi souvent, on a 2 semaines de boulot et la réalité, c'est qu'en 2 semaines, tu développes des qualités, mais tu fais pas des miracles. Et souvent, le fait qu'ils retournent une semaine se reposer chez leur famille, qui, tu vois, pour moi, fait partie des 4 piliers de la récup, dont le bien-être psychologique, d'être proche de leur famille. Et des fois, ça a beaucoup plus d'impact sur leur perf que faire une semaine de force en plus ou une semaine de cycle de vitesse en plus. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Et en off saison, par exemple, je sais pas là si tu travailles toujours avec l'équipe de rugby là? Alors là, la off-season, si tu veux, moi là j'étais sur Poitiers, j'avais beaucoup de missions, mais là je repars sur un autre club. Je vais dans un autre club de top 14. Je pars du Stade Rochelet pour aller dans un autre club top 14 et je quitte le Stade Rochelet basket exactement également. Et tu as commencé avec, l'autre club? Non, non, pas encore.
Pas encore, pas Ok. encore. Là, c'est un peu particulier parce que j'ai une transition de contrat, donc je peux pas partir tout de suite et j'arrive plus tard. Ok. Et dans les off-saisons ou les pré-saisons, là, tu mets des phases de développement? Alors, Il y a pendant moins la de off-season compètes. et la pré-season, généralement, je travaille avec des sportifs purement dans ma boîte. Ok. Donc si tu veux, j'ai des phases de développement qui sont permanentes parce que généralement, les sportifs qui viennent bosser avec moi, c'est soit alors j'ai aussi des coachs, mais qui veulent bosser avec moi parce qu'ils ont je prends aussi des coachs qui veulent, tu vois, qui veulent voir comment sont faits mes planifs et du coup, je bosse avec eux. Mais globalement, j'ai pas forcément de phase. Il y a toujours un développement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours de progresser, mais j'ai pas de tu vois, je vais pas faire de différence entre phase de développement et une autre phase. Dans le sens que mes sportifs, quand ils viennent me voir, généralement, il y en a beaucoup qui viennent me voir parce qu'ils ont un an de coupure. Ils font un an de coupure avec leur sport pour se dire: «Je veux passer un gros cap physiquement» et là, tu vois, on va pouvoir mettre une grosse planif à l'année et généralement, tu peux même passer c'est très, très rare, mais tu peux passer sur des planifs linéaires. Quand les mecs ont vraiment une détermination et repartir, alors sur une planif moderne après quand ils reprennent avec leur club. Mais non, globalement, je reste sur des planifs, je reste tu as des phases de développement, après sans forcément de priorité. C'est-à-dire que je développe l'ensemble des qualités. Je vais donner la même réponse que tout à l'heure en fait, pour moi les athlètes de haut niveau ne sont pas des athlètes de haut niveau en préparation physique et en gros quand je fais de la PPG, ils progressent tous. Donc, si un jour j'ai des problèmes avec des athlètes de haut niveau sur la PPG, et encore, je vais te dire, même avec certains athlètes là, qui préparent les JO, il n'y a pas de problème avec la PPG parce qu'en fait, ils ont des pauses, des coupures, des périodes avec plus d'intensité et moins, du coup, ils régressent. Et en fait, quand tu remets un palier, tu reprogresses un petit peu plus. Et j'ai jamais eu vraiment besoin de mettre des méthodes ultra complexes, même avec des sportifs de haut niveau. Ok. Bon, du coup, là, on a pas mal parlé de la prépa physique. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques phrases ta manière d'aborder la prépa physique, un peu ta philosophie d'entraînement? Résumé en La quelques fi- phrases. Développer l'ensemble des qualités athlétiques d'une manière générale et globale pour pouvoir les développer en tant qu'athlète et pas forcément en tant que sportif spécifique. Ok, Voilà. ça marche. Je voulais aborder un autre sujet avec toi, c'était le cardio. Ouais. Tu l'utilises beaucoup le cardio dans tes séances? Pour moi, c'est un outil qui est indispensable pour augmenter le volume de travail. C'est-à-dire que pour moi, avoir une grosse base d'endurance fondamentale, c'est nécessaire pour n'importe quel athlète pour pouvoir avoir une meilleure récupération et encaisser un plus gros volume en force, en puissance et en explo. Ou même en vitesse. Mais oui, globalement, ouais, j'utilise beaucoup le cardio, souvent à basse intensité. J'utilise une méthode qui s'appelle la méthode des outputs cardiaques. Donc, souvent, tu utilises ces 40 minutes d'endurance fondamentale avec différents appareils cardio parce que je me suis rendu compte que si tu les faisais courir pendant 40 minutes, ils avaient envie de t'égorger à la fin de la séance. Et j'ai pas trop envie que mes sportifs m'égorgent. Donc, surtout quand c'est des rugbyman et qui font 120 kilos et que moi, Mmh. j'en fais 85 et 1,74 m, tu vois. Donc voilà, des outputs cardiaques, tu choisis 4 appareils cardio, vélo, rameur, sans trop de contact parce qu'ils ont déjà assez d'impact avec leur sport. Donc Sky Erg, vélo, rameur, et puis bon, si tu veux vraiment t'amuser un peu, corde à sauter, je fais 10 minutes de chaque. Et voilà, globalement. D'accord. Et Après, donc quand c'est spécifique, tu vois, la PMA, pour développer un peu leur puissance, par exemple au football américain, quand c'est vraiment sur des efforts courts et intenses, je vais peut-être faire un peu de PMA, mais globalement, c'est vraiment beaucoup de socles d'endurance fondamentale de la PPG, de la PPG, de la PPG. du coup, tu fais principalement de l'endurance en continu, tu fais pas beaucoup d'intermittents? Non. Mmh. Je me suis rendu compte que en fait, l'intermittent, c'était leur sport et que globalement, si je leur rajoute de l'intermittent en plus de leur sport, bah, les mecs explosent. Parce que quand tu fais 5 séances, par exemple, de rugby par semaine et tu as 5 fois déjà de l'intermittent en non spécifique, tu te rends compte que si tu leur rajoutes une séance d'intermittent à côté, bah, ça sert à rien et tu les fais pas progresser et que ce qui leur manque, c'est principalement de l'endurance fondamentale. Donc en gros, je fais beaucoup d'endurance fondamentale. Beaucoup, beaucoup pour faire du volume de travail. Mais pas en saison, vraiment hors saison. OK. Et tu leur fais faire de l'endurance fondamentale pour développer l'endurance ou pour, la récupération? Parce qu'on entend que enfin moi en tout cas c'est ce qu'on m'a appris à la fac que, l'endurance, enfin la filière «aérobie» entre guillemets, c'était, ce qui nous permettait de récupérer.
Bah, oui, la filière aérobie, c'est ce qui va te permettre de récupérer. Après, je vais pas le faire parce qu'on sait que globalement, le développement, enfin, un entraînement en aérobie, la récup active, c'est pas forcément une légende, ça va juste réduire ce qu'on appelle tes DOMS, donc tes sensations de douleur musculaire post-exercice, mais ça va pas réduire ta fatigue. Ça va pas réduire ta fatigue et ça va pas empêcher ton surentraînement. Donc personnellement, ça m'intéresse pas forcément qu'ils aient moins de courbatures. Si tu as bien géré tes séances, généralement, ils n'ont pas des courbatures de folie non plus. Euh, donc globalement, ouais, je m'en sers principalement pour faire une séance parce qu'il y en a aussi qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas s'entraîner un jour. Donc s'ils veulent vraiment faire du cardio et que pour avoir l'impression d'avoir travaillé, ben, je leur dis de faire ça. Mais globalement, non, non, non. Franchement, c'est pour le côté récup et augmenter le volume de travail, en fait. C'est améliorer ta récup. Et du coup, si tu améliores ta récup, tu es capable de tolérer un plus gros volume de travail et donc tu es plus performant. Ok. Parce que moi, je crois que c'était Didier Reis, je pense que tu connais, dans un podcast qui avait dit que, en fait, faire des footings comme ça, enfin du footing, mais ou de l'endurance, de l'aérobie pour récupérer, c'était bien parce que bah, ça rajoutait un certain volume avec une intensité plutôt faible, mais qu'au fond, on va pas, bah, c'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure, on va pas récupérer en faisant de l'aérobie parce que finalement, c'est quand même une charge d'entraînement supplémentaire, même si l'intensité est plus faible. Et que du coup, il disait pour si on veut vraiment récupérer, bah, en gros, qu'on laisse l'athlète se reposer et voilà quoi, limite avec peut-être avec des techniques de récupération passive. Mais voilà, t'en penses quoi toi de ça? De ce qui... Oui, oui, avec des techniques de récupération passive. Après, moi, je vais te dire que la meilleure des récupérations, c'est le sommeil, la nutrition, ton bien-être psychologique et une bonne planification d'entraînement, tu vois. Oui, Donc, c'est la base. voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et des fois, la meilleure des choses à faire, c'est attendre, en fait, tu vois, Ouais, sans se prendre la tête. ouais, ça, récup passif, quoi. Mais oui, après voilà, tu as des sportifs qui vont plus ou moins répondre et je pense que cette différence, elle est inter-individuelle et qu'il y en a qui aiment bien faire du cardio. Je te donne l'exemple de moi, en fait, si tu veux, quand je m'entraîne, je fais ma semaine, elle ressemble à ça, personnellement. Une séance force avec de l'hypertrophie et des accessoires, peut-être de la vitesse avec du sled, par exemple, ou des choses comme ça. Une séance un peu aérobie avec du 45 tranquille, 15 un peu plus rapide, ce qui fait que je suis dans une zone 2 à peu près. Et pareil, une deuxième séance force, toujours en full body et aérobie et force. Et je pense encaisser, tu vois, un volume de travail qui est correct et j'ai pas de problème de récup, globalement. C'est comme ça que je le fais avec la plupart de mes athlètes. C'est comme ça que je fonctionne sur le Et format. ok. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu fais coïncider en gros la muscu ou tout ce qui va être force, explosivité, tout ça, avec le cardio? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu de tout. Ouais, faut pas les mettre dans la même séance, cardio, muscu, tout ça. C'est quoi ta vision là-dessus? Ouais, globalement, ça dépend de combien de temps déjà et combien d'entraînement tu as disponible dans la semaine. Ça va beaucoup varier en fonction de ça. Donc, si tu n'as vraiment pas le temps, en termes d'interférence, même si le CrossFit te dirait que c'est une aberration de folie, mais ça, je te donnerai ma vision des choses après. Globalement, le cardio, je le place post-force, c'est-à-dire que je fais toujours la force en premier et après le cardio si j'ai très peu de temps dans une séance. Mais sinon, j'aime vraiment séparer les deux séances pour être sûr de ne pas avoir de problème avec les interférences, c'est-à-dire faire mes séances force, faire mes séances cardio vraiment séparées. Et, euh, et tu vois, ça, c'est quelque chose que je pense énormément de coachs confondent et tu vois, ont une mauvaise image du CrossFit. C'est-à-dire qu'ils pensent que, tu vois, ils ont l'image de la salle et eux, ils font du WOD dans la salle de CrossFit et ils pensent que c'est comme ça que tu vas développer. Alors oui, quand tu es débutant, ça te développe, mais au bout d'un moment, il y a une problématique. Et quand tu regardes les planifs de CrossFit du haut niveau, ils fonctionnent par bloc avec une séance force, une séance vitesse et des séances axées sur leurs priorités. Et en fait, ils font presque jamais de WOD. Et c'est là où il y a la confusion training-testing. Le testing, c'est le WOD, c'est-à-dire l'activité sur laquelle tu vas être noté, et le training, c'est l'entraînement que tu fais. Et tu peux très bien faire de la zone 2 avec un peu de PMA et être performant sur un WOD. C'est ma vision des choses. Et toi, du coup, le CrossFit, pour toi, ça te paraît une bonne manière de faire de la PPG?
Je pense qu'il y a des choses bien dans le CrossFit, je pense qu'il y a des choses moins bien. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux faire des WOD, mais tu vois, avoir un WOD avec vision technique, tu vois, avec l'objectif vraiment de développer la technique ou de rester en zone 2, ce qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire comprendre qu'il ne faut pas que tu ailles trop vite dans ton WOD pour pouvoir rester dans cette zone 2. Par exemple, moi, avec mes sportifs, je leur mets une polar et du coup, je vérifie qu'ils sont bien dans leur zone de fréquence cardiaque. Mais ok, tu vois, il y a plein de trucs qui sont à garder du CrossFit. Et je pense qu'il y a plein de choses. Moi, si tu veux, comme je te disais dans le début de l'entretien, si tu veux, j'ai toujours cette vision de il faut aller voir un peu partout. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Tout est un peu un entre-deux de gris et des choses à apprendre. Dans le CrossFit, je pense que cet esprit communautaire, il est à apprendre. Je pense que ce côté WOD, il est à apprendre, mais avec intelligence. Et tu vois, il y a des choses à apprendre. Par contre, si tu es un préparateur physique et que tu as envie de toucher un peu à tout pour pouvoir apprendre l'haltéro, la gym, plein de mouvements pour pouvoir les démontrer à tes athlètes et les utiliser de manière quotidienne, c'est le meilleur sport du monde. Voilà ce que j'en pense du CrossFit. Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper complet parce qu'on travaille, enfin pour moi, on travaille un peu tout dans le CrossFit et même de l'haltéro finalement. Et Mm. est-ce que toi, l'haltéro, tu l'utilises dans tes coachings? Parce que moi, cette année, en tout cas, on a eu un cycle sur l'haltéro et on nous a vraiment dit qu'il y a plein de choses on peut transférer plein de choses de l'haltéro vers plusieurs sports. Ouais, même, alors, je dirais pas jusqu'à dire tous les sports, mais il y a une grande majorité de sports où l'haltéro peut sembler un bon outil. L'haltéro, c'est un mouvement qui est génial. Je pense que si tu es jeune, fonce, va faire de l'haltéro. Après, maintenant, il y a beaucoup de prépa qui envoient des gens au casse-pipe, dans le sens que les mecs, ils n'ont pas les prérequis en termes de mobilité, ils leur envoient faire un snatch, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as Ouais. l'épaule qui fait crack et tu as les mecs qui queen. Donc, je suis d'accord avec ça. L'haltéro, c'est un super outil, mais je pencherais plus pour l'utilisation des semi-techniques. En athlétisme, on ne te fait pas faire un sprint tout de suite, on t'apprend les gammes athlétiques. En haltéro, c'est la même chose. Je pense que faire pas mal de gammes avec des semi-techniques, avec du tirage lourd, du tirage haut d'épaulé, enfin, tous les semi-techniques d'haltéro, c'est pour moi primordial. Et je pense que c'est les meilleurs outils qu'il y a. Par exemple, du jump shrug, tu vois, tu vois, c'est peut-être un truc bête à dire, hein, mais tu vois, il me dit, fais de l'haltéro pour la triple extension. Tu fais un jump shrug, tu as la triple extension. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ouais, mais tu vois, plutôt pour l'utilisation des semi-techniques. Et une Voilà, ce fois serait la réponse que. Et une fois qu'on maîtrise les semi-techniques, se diriger vers les techniques, plus complexes, quoi. Ouais, je pense que c'est ce que je ferais. Vraiment, vraiment m'orienter après. Par exemple, pour des rugbyman sur le clean, l'épaulé, ça me paraît être le mouvement le plus pertinent parce que tu es vraiment sur des charges relativement lourdes et tu as beaucoup de puissance et t'as une prérequis articulaire qui est importante mais pas gigantesque contrairement au snatch. En vrai, je veux te dire, aucun de mes athlètes snatch, à part ceux qui font du crossfit. Ouais. Voilà. Euh, parce que pour moi, tu peux être explosif sur un épaulé. Tout comme sur un snatch. Alors le snatch te force à être explosif. Mais l'épaulé, si tu as l'intention, l'épaulé peut être tout à fait pareil. Et si tu as un jour l'expérience et l'occasion, tu vois, je mettrais un petit VBT, un Velocity Based Training, un encodeur. Et je lui dis, bah vas-y, va aussi vite que sur ton snatch et tu regarderas que la vitesse, elle est toute pareille. Et si c'est vraiment pour la triple extension et pas le mouvement du haut du corps que tu fais de l'haltéro, go à fond sur l'épaulé et pas forcément le snatch, à te casser les pieds, à développer des prérequis articulaires de fou. Ouais Ça. et puis même, la triple extension, on peut la retrouver sur, plein d'autres exercices, ouais, même le squat, le soulevé de terre, tout ça, on peut mettre de la triple extension. Mm. Donc Ouais, ouais, l'haltéro, pour moi, c'est génial et c'est un super outil, hein. Pour te dire, moi, j'étais passé le coach haltéro avec Kevin Kazermaker à l'INSEP et franchement, j'en ai sorti que des bonnes choses, beaucoup d'apprentissage et je recommanderais d'avoir ça dans son panel de coach, mais à pas utiliser à tout va comme un outil magique. ouais. Voilà.
Ok, ok. Donc là, on a parlé un peu de CrossFit, d'haltéro, d'endurance, tout ça. Est-ce que tu aurais d'autres outils à mettre en avant, d'autres techniques qui permettraient d'optimiser la prépa physique? Euh, Tu vois, je vais aller à l'inverse de ta question. Je vais te dire qu'est-ce que je ferais pas. Qu'est-ce que je ferais pas? Par exemple, en athlée, je pense qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui passent des heures et des heures sur la technique de course, alors que des fois, la meilleure des choses pour faire progresser tes sportifs, c'est aller sprinter. Tu vois, et sprinter régulièrement. Et pour moi, c'est ce qui va les faire plus progresser possible. Alors peut-être qu'ils auront une technique horrible. Mais la réalité des choses, c'est que plus tu sprints, plus tu augmentes ta vitesse, et surtout si surtout si t'es pas un sprinter de haut niveau, tu vois. Après, pour moi, tu vois, il y a pas d'outil miracle. C'est hyper interindividuel. Comme je te l'ai dit, moi, j'essaie de développer les qualités dans leur ensemble et surtout développer leurs points faibles. C'est-à-dire que si je vois, en fait, si tu veux, moi, je le vois, je vois la prépa physique de manière binaire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la force avec la courbe force-vitesse, donc tout est force, soit appliqué à haute vitesse, soit appliqué à basse vitesse. Et de l'autre côté, je vois le côté conditioning qui te permet de répéter cette force régulièrement. Et tu as après le côté prévention blessure. Mais globalement, c'est-à-dire que si tu as une bonne endurance fondamentale avec de la PMA si ton sport le nécessite, une bonne force à différentes vitesses, où tu peux évaluer avec un profil force-vitesse quand c'est du haut niveau. Mais la réalité, c'est que les trois quarts des gens, si tu leur fais développer leur force à haute ou à basse vitesse, ils vont progresser. Et ce que tu cherches, c'est le progrès et tout en prévenant des blessures. Et, euh, et si tu veux, là, le profil de force-vitesse, pour moi, il est utile que dans le très haut niveau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous apprend à la fac parce que c'est le gold standard. Mais en réalité, les trois quarts des sportifs amateurs qui ont 2 séances d'entraînement par semaine, je pense qu'il faut comprendre que si tu leur fais une séance force, une séance vitesse, ils vont progresser, peu importe leur profil. Et je pense qu'aller dans la spécificité trop rapidement, c'est brûler ses cartes pour plus tard. Et si tu n'as plus de cartes plus tard, quand tu te retrouves dans des situations complexes et tu lui as déjà fait toute chose et que le corps il est habitué, eh ben, tu es bien dans la merde. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et t'as parlé d'athlé. Ouais. Est-ce que tu utilises l'athlé ou des mouvements d'athlé pour préparer tes athlètes? Parce que, tu vois, cette année, nous, on a eu, pareil, un cycle sur l'athlé et on nous a appris que plusieurs disciplines de l'athlétisme, les lancers, les sauts, les courses, tout ça, étaient utiles en PPG. Tu utilises, toi, ce genre d'outil? Parce que finalement, ça peut rester un outil, notamment peut-être pour les rugbyman, peut-être que les lancers ou les sprints, tout ça, ça peut être utile. Les sprints, oui. Alors, je fais beaucoup de sprints lestés avec des chariots. Parce que c'est ce qui me paraît le plus pertinent et plus je m'approche de la compète, plus je mets de la vitesse. Mais globalement, ouais, j'utilise tout ça. Par exemple, les medicine balls pour développer de la puissance, c'est peut-être pas un lancer ultra spécifique comme dans l'athlé, mais par exemple, les lanceurs s'entraînent des heures et des heures à lancer leur medicine ball super rapidement contre un mur. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu. Donc, oui, pour la puissance, j'utilise beaucoup des stratégies d'entraînement. Et les gars, le seul truc que j'utilise pas trop, c'est les gammes athlétiques. Sauf si c'est une personne qui me vient uniquement pour développer sa vitesse et qui me dit Lucas, ta mission, c'est de développer ma vitesse. Mais ça, je le ferai pas en distanciel. Parce que si tu veux, on pourra partir sur le coaching online, mais globalement, pour moi, les gammes athlétiques, il faut un retour technique et comme je t'ai dit, le sprint. Enfin, sprinter en lui-même et c'est ce qui va permettre pour moi enfin, en tout cas, d'expérience terrain, de faire le plus progresser mes athlètes. Ok. Ouais, du coup, tu utilises ce que les athlètes pourraient utiliser pour eux performer en athlée. Tu Ouais. t'inspires un peu de. Ouais, je fais pas Ouais. leur geste spécifique et je vais pas leur faire genre, lancer du javelot ou lancer des machins, mais leur entraînement, je m'en inspire. La puissance, globalement, ce que je garderai, c'est ça, c'est faire des sprints, développer la puissance avec les medicine balls et peut-être le travail d'haltéro qu'il faut en fait pour l'explo, mais ça vient d'une autre discipline, tu vois. D'accord. Ok. Et peut-être le travail de renforcement dans les marches pour l'endurance fondamentale et le côté ludique. Ouais. Tu vois, il y en a. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des choses différentes dans les marches, changer d'environnement. Je pense que je l'utiliserais, tu vois, pour l'endurance fondamentale avec
avec ce côté un peu renforcement musculaire qui est plus axé sur les sports. Voilà. Mais c'est vrai que l'aspect ludique, c'est vachement important, surtout je pense dans la prépa physique, parce que tu as certains athlètes, la prépa physique, ils ont un peu de mal avec ça. Donc Mm. l'aspect ludique, ça peut être aussi un bon outil. Toi, tu arrives à modifier un peu ou à orienter tes entraînements sur un aspect ludique, fun, avec par exemple des défis, du challenge, tout ça? Sans parler de fun, etc., moi, si tu veux, dans mon processus d'entraînement, je fonctionne globalement à 5 étapes. C'est globalement plutôt simple. Si tu veux, moi, j'ai le recueil de données. Après, j'ai un premier entretien avec le sportif et la délivrance de la planification. Après avoir introduit mes méthodes, j'introduis mes exercices. Et après, je livre la planification et je collecte des feedbacks. Et souvent dans les feedbacks, j'essaie de voir si ça lui a plu, quelles sont les problématiques, enfin, toutes ces choses-là que je pense que tous les coachs font. Et quand j'ai ces données-là, je vais savoir ce qui n'a pas été ludique et ce qui a été ludique. Et pour moi, toute chose peut être ludique à condition que tu le fasses pas trop longtemps. C'est-à-dire que si par exemple pendant moi je mes cycles pas forcément les exercices parce que si tu changes tout le temps tes exercices, tu progresses pas sur les exercices, tu apprends l'exercice pour apprendre ton schéma moteur. Donc pour moi, il faut quand même garder des exercices longtemps, mais j'essaie de régulièrement changer. Donc si tu veux, moi, j'onboard mes clients, c'est-à-dire que je les récup et généralement, c'est des planifications de 4 semaines, mais ça va pas être des changements dramatiques. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai planifié du box squat, et ben, je vais peut-être partir à du squat complet. Et une fois que je passe à du squat complet, je vais passer à du front squat. Une fois que je passe à du front squat, je vais passer à du back squat. Tu vois, et je vais garder en fait le même pattern d'exercice. Je vais juste modifier l'exercice pour qu'il n'ait pas tout le temps l'impression de faire la même chose. Par exemple, passer d'un front squat à un zombie squat. C'est tout bête, mais quand on a fait pendant 3 semaines, t'en peux plus du front squat et que t'aimes bien faire un petit zombie squat, tu vois. Ouais. C'est ça ma dynamique. Ah ouais. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi, le premier, j'aime pas trop la routine. Moi, j'aime bien changer régulièrement parce qu'il y a un moment, de faire tout le temps la même chose, c'est un peu saoulant. Enfin, pas saoulant, mais comment on dit? Un peu Euh, redondant. ouais, c'est ça. Tu réitères souvent. Mais tu vois, par exemple, Lassant, voilà. ouais, le seul truc que je change pas, c'est que certains athlètes, moi, ils détestent le cardio. Mais ils m'ont dit, vas-y, Lucas, si tu mets 40 minutes de vélo et que je peux regarder ma vidéo YouTube en même temps, bah, j'en ai rien à faire. Donc, tu vois, c'est le seul truc que je vais peut-être pas trop changer. Ou les intervalles. Tu sais, moi, genre, il y a si tu veux, dans mes questionnaires d'entrée, j'ai des questions en termes de personnalité. Il y a 2 types, type A et type B. Et est-ce que tu t'orientes plus vers une personne de type A, donc une personne qui a envie d'avoir des résultats rapidement et qui aime beaucoup changer d'exercice, qui est relativement pressée, et une personne de type B qui est elle plus lente, qui s'en fiche de la routine et qui même se conforte dans une routine. Et en fonction de ça, je vais planifier en fonction de ça, avec des planifs plus changeantes pour le type correspondant. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que l'individualisation, c'est très important. Donc, ouais. J'ai deux dernières questions pour la fin. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un sportif, une expérience où tu as, réussi à avoir une évolution assez marquante avec quelque chose que t'aurais pu mettre en place, par exemple? Une expérience ouais, qui a changé un athlète, par exemple. Une Dans le sens, expérience qui a changé, ouais, qui a ouais, changé ou un athlète. une progression, ou... Ouais, tu vois là en tête, j'ai un truc qui m'a beaucoup marqué. Alors ça a rien à voir, c'est même pas enfin c'est une très bonne athlète que j'avais en demi-fond, qui était super investie et qui aujourd'hui a un très bon niveau. Et je l'ai pris, ça va pas être la perf la plus incroyable, hein, mais je l'ai pris, elle faisait zéro muscu, zéro rien. Et un an après, véritable transformation, ce qui a transformé ses perfs aussi sur la piste. Et c'était mes premières années de prépa, enfin mes premières années, c'était ma deuxième année et demie, enfin un truc comme ça. Et globalement, ouais, du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain. Et les premiers progrès, c'est toujours super agréable. Et j'étais content de voir une jeune qui s'investit autant que ça dans le développement de ses qualités athlétiques. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre Ouais. en place? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour avoir ce changement? Tu as joué sur l'aspect psycho, par exemple?
Non, globalement, c'était une planif toute bête. Si tu veux, c'était la base de la base. C'était une athlète de très bon niveau qui était en centre, donc je pouvais me permettre de faire des planifs linéaires parce que je savais qu'elle allait louper aucune séance. De toute façon, quand elle est arrivée, elle m'a fait comprendre qu'elle allait louper une séance. Tu sais, les sportifs de haut niveau, je trouve qu'ils ont quelque chose de différent des autres sportifs. Tu La sens pas discipline. forcément, ouais, pas forcément la discipline, mais la capacité à avoir plus faim que tout le monde. Parce que tu peux ne pas avoir envie des jours, mais c'est des mecs qui ont plus faim que tout le monde et qui lâcheront pas le navire. Mais, euh, mais globalement, ouais, franchement, des trucs tout bêtes, hein. C'était de l'athlé, donc c'était de l'athlé, c'était sur du demi-fond. Préparation pour du 800. J'ai fait un cycle tout bête, force, puissance, explo, avec des blocs de prévention blessure en prévention. Et j'ai travaillé sur un truc que je pense que beaucoup de gens oublient chez le mi-fondeur, c'est la qualité du pied. J'ai beaucoup renforcé son pied, beaucoup, beaucoup, beaucoup renforcé son pied, parce que pour moi, c'est primordial et je pense que trois quarts des gens oublient de renforcer cette partie du corps et que globalement, si t'as pas un pied fort, t'as pas de transmission de force au sol. Et j'ai vraiment axé ma prépa là-dessus sur la prévention de blessures et après des cycles normaux, force, puissance, explo. Voilà. Et du coup, à la base, cette athlète, elle faisait pas du tout de prépa, de muscu, tout ça. Pas du tout de prépa. Le seul prépa qu'elle faisait, c'était un peu de plio et un peu de marche, parce qu'en athlétisme, c'est ce qui est très courant. Quand tu es jeune, tu fais pas forcément de muscu, ce qui pour moi est une bêtise, parce qu'après, tu te retrouves avec des athlètes à devoir leur apprendre l'haltéro à 18 ans, mais ça, c'est notre problématique. Ouais. Donc non, globalement, elle avait fait bah, avec moi. En fait, si tu veux, la semaine se découpait comme ça. Le mardi, on faisait plio, plio basse avec une progressivité, plio haute et ainsi de suite. Donc j'ai commencé par des marches en renfort. Après, j'ai fait de la plio basse, plio intermédiaire et plio haute. Et, euh, et après, j'avais une séance muscu qui, elle, allait force, puissance, explo. Voilà, globalement, c'était ça. Et Comme ça que j'ai procédé. t'as vu, alors, ouais, c'est une question que je voulais poser tout à l'heure aussi. On y reviendra après, mais tu l'as vu sur le terrain et est-ce que t'as vu une différence entre avant et après? Ah oui, oui, bah, carrément. Après, moi, je sais pas si tu suis un peu ce que fait Labo, RNP. Où en gros ils bossent énormément sur ce qui est neurologie fonctionnelle et le développement des capacités neurosensorielles pour améliorer le mouvement. Si tu veux, le principe est simple, c'est-à-dire que tu modifies l'entrée sensorielle, que ce soit au niveau des yeux, au niveau vestibulaire ou au niveau proprioceptif. Tu peux aller beaucoup plus loin en allant chercher les petits thermorégulateurs et en changeant ça, tu changes l'interprétation qu'en fait le cerveau et donc l'exécution motrice. Et je vais essayer de pas partir dans trop le complexe pour éviter de perdre des gens, mais globalement, si tu modifies cette entrée sensorielle, tu peux modifier l'output moteur, donc le mouvement en général, et du coup améliorer la performance de l'athlète. Et j'ai beaucoup développé ses capacités oculaires aussi. Ok. Ouais, du coup, c'est vachement complémentaire à la prépa. Ah ouais, Ouais. Alors c'est une des années où, si tu veux, là j'étais sur deux demi-fonds et je pense que j'étais aussi au début de ma carrière de prépa et j'avais tellement la dalle que, si tu veux, j'avais tout fait. J'avais genre 20 athlètes ou un truc comme ça et j'avais tout individualisé. Tous les jours, j'ai individualisé. Je passais des heures et des heures en plus des cours, en plus des machins, en plus des formations pour pouvoir individualiser. J'avais fait plein de bilans. Tu sais, parce que tu sors, tu as besoin d'être sûr de tes tests. T'as pas encore l'œil qui est aiguisé. Et du coup, tu as besoin de faire tous tes Mhm. tests. Et du coup, j'avais fait un bilan neurosensoriel, un bilan de force, un bilan de machin. J'avais tout, tout, tout. Et j'ai individualisé régulièrement. Et finalement, en fait, les tests de force, ils m'ont servi à rien puisque j'ai fini par travailler avec le Velocity Base Training. Voilà, petite anecdote. Ok. Et ouais, la question que je voulais te poser tout à l'heure, est-ce que l'ensemble des athlètes que tu entraînes, est-ce que tu les entraînes en présentiel? Ou est-ce que tu as des coachings en ligne Bah, ou en distanciel, tout ça? si tu Et, veux, ouais, ouais, je réponds à cette question, tu me poseras, ouais, parce que ouais, sinon vas-y. je vais me perdre un petit peu. Ouais, ouais, Mais globalement, ouais, ça se découpe simplement, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités. Je suis un peu un multitâche, c'est-à-dire que si tu veux, ma première activité, c'est d'être prépa physique dans des clubs pro. Donc cette année, j'étais en top 14 et en pro B, donc des choses qui sont quand même déjà en termes de charge de travail qui étaient assez accumulantes. Mm. J'avais des interventions. À côté, je suis enseignant, donc j'ai intervenu en neurosciences à l'université. Je suis enseignant de physiologie, donc j'avais déjà ça à m'occuper. Et
je peux pas être présentiel partout. Je peux pas me découper partout. Sachant que j'étais sur la prépa à La Rochelle, à l'université à Poitiers. En parallèle, je passais un DU et j'enseignais en cours, plus ma boîte. Donc, si tu veux, il y avait plus la création des formations dans ma boîte. Donc, il y avait mes sportifs plus l'accumulation des formations. Donc, si tu veux, il y avait tout un côté, enfin, il y avait énormément de choses à gérer et donc je ne peux pas être sur des sportifs en présentiel sur ma société. Euh, mais globalement, donc les sportifs qui sont au Stade Rochelet quand j'étais là-bas et que ce soit l'entité en général, en rugby ou basket, je les coachais en présentiel. Donc c'était vraiment tous les jours au quotidien avec eux, le suivi de l'ERPE, le suivi de la charge, les planifications, délivrer les séances métaboliques, délivrer les séances de force. Donc ça c'était vraiment en présentiel. Euh, Sauf le jeudi et le vendredi. C'est quelqu'un qui prenait mon relais parce que moi j'allais enseigner du coup à l'université. Et en parallèle, j'avais ma boîte. Donc le soir, je travaille avec mes sportifs ou j'avais mes calls avec mes sportifs pour les réguler. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Je suis pas pour le coaching online, même si moi je le fais pour des sportifs débutants. Je le suis uniquement pour des sportifs confirmés. Et c'est pour ça que dans ma boîte, je prends que des personnes qui ont plus de 5 ans d'expérience dans le sport. Tu vois. Ok. Parce que je sais qu'elles ont les bases techniques et qu'elles connaissent leur corps et qu'elles sont capables de donner des bons feedbacks pour que moi je puisse les réorienter. Et en fait, si tu veux, moi, mon objectif dans ma société, c'est vraiment débloquer les détails et débloquer des méthodes qui vont être efficientes pour eux. En fait, euh, je suis plus un acteur de consulting, c'est-à-dire que je leur fournis leur planning, je leur fournis tout ça, mais c'est plus le côté humain et le côté développement de leur qualité, mais c'est vraiment sur des sportifs de haut niveau qui comprennent leur corps. Et je te donne un exemple, qui sont vraiment des managers en fait. Tu vois, ils sont des managers dans leur carrière, etc. Et, euh, et après, j'ai d'autres personnes qui, eux, demandent peut-être aussi moins de présence en présentiel. C'est généralement, je travaille aussi avec des chefs d'entreprise dont leur objectif principal est de développer leur énergie, d'être plus productif au boulot et globalement d'être performant au quotidien, autant dans leur entreprise que dans le sport. Euh, donc souvent c'est des gens qui n'ont pas le temps d'aller en présentiel et qui ont juste le temps d'aller faire leur séance entre midi et deux dans leur salle perso. Donc, euh, donc pas de raison d'être en présentiel. Ok. Et sinon, ceux que tu vois, ceux que tu entraînes en présentiel, est-ce que tu vas les voir aussi aux entraînements, par exemple, je prends l'exemple du rugby, est-ce que tu vas les voir en rugby pour faire des observations ou des choses comme ça? Et même question pour les compétitions aussi. Est-ce que tu vas les voir en compète, chaque compète? Pas toutes les compètes. Ça dépend si je suis au Stade Rochelet rugby ou au Stade Rochelet basket. Ça dépend comment a été organisée ma semaine. Mais globalement, oui, au Stade Rochelet basket, j'ai fait absolument tous les déplacements de l'année. Et au rugby, j'ai fait quelques déplacements parce que malheureusement, on peut pas être partout. Ouais. Euh, et globalement, j'avais aussi besoin de repos le week-end. Donc des fois, on est des prépas et généralement, on a le luxe d'avoir des staffs qui tournent. C'est-à-dire, on est trois, quatre prépas, donc on n'est pas tous obligés d'être là tout le temps. C'est cool, ça te permet d'avoir le groupe. Mais en tout cas, moi, pour m'épanouir personnellement, j'ai toujours besoin de m'éparpiller un peu à droite, à gauche. Ce que je devrais pas faire tout le temps. Des fois, je pense pour être plus productif. Mais, euh, mais globalement, non, j'allais pas partout. Je faisais pas tous les déplacements. Mais oui, j'étais très présent. C'est-à-dire que j'avais déjà, même si j'étais pas présent, j'avais la chance que tous les matchs soient filmés. Donc je pouvais regarder tous les matchs, je regardais tous les matchs. Et globalement, oui, j'avais du testing en début de saison et après j'étais présent sur tous les entraînements en présentiel, quoi. J'étais vraiment tout le temps là sur le coaching. Correction technique, modification de la séance, adaptation, etc. Même si quand tu as 40 rugbyman ou 20 basketteurs devant toi, c'est l'usine. C'est-à-dire que t'es plus dans la prépa individualisée, t'es dans un programme général et t'adaptes en fonction de si le mec il a bien dormi ou pas bien dormi, tu vois. C'est plus ça. Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un moment, l'individualisation, c'est plus possible. Et j'en parlais avec Samuel Breton, qui me disait pareil que lui, sa vision, c'était d'individualiser, mais que quand tu as 40 athlètes, bah, il y a un moment, c'est pas possible et tu fais ce que tu peux, quoi. Euh, Dernière petite question pour clôturer ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des jeunes qui veulent devenir préparateurs physiques ou coach, entraîneur? Déjà, donc, tu demandes à un jeune, parce que je j'ai pas précisé mon âge, mais moi j'ai 21 ans, donc je suis super super jeune par rapport à l'expérience que j'ai. Donc si tu veux, des jeunes à des jeunes, tu vois, je vais donner un conseil d'un jeune à un jeune. C'est peut-être bête à dire, mais le premier c'est le charbon. C'est travailler comme un taré et même si tu doutes,
ne pas arrêter les choses parce que je pense que si tu charbonnes comme un enfoiré, tu arrives forcément à des choses. Peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite, peut-être que tu as besoin d'un peu plus de maturité pour pouvoir atteindre tes objectifs en tant que prépa. Peut-être que t'as pas ton potentiel. Tu vois, pour moi, on a différents potentiels. Il y en a qui sont de 0 à 15, 0 à 25, 0 à 50, 0 à 100. Mais reste pas à zéro, peu importe qui t'es, essaye d'aller au maximum de ton potentiel. Et si tu bosses, tu peux arriver à des choses qui sont fantastiques. Moi, je te donne un exemple. La première fois que j'ai tapé à la porte du stade Rochelet, donc c'était en L1 STAPS ou L2 STAPS, pour pouvoir faire mon stage, on m'a globalement fermé la porte. En L3, tu vois, tu vas avoir plein de conneries. On m'a globalement fermé la porte. Quand j'ai postulé à mon master à l'INSEP, on m'a refusé 2 fois. Tu vois, et pourtant j'étais major de promo à l'université. J'avais un BF1, un BF2 muscu, un coach altéro, un BF1 en rugby et j'avais tout charbonné. C'est peut-être bête à dire, mais la vie, pour moi, t'apporte pas forcément les résultats que tu souhaites. La vie est injuste et si tu travailles, tu arrives forcément à des beaux trucs, même si c'est pas forcément ce que tu voulais. Et tu vois, aujourd'hui, je travaille avec des mecs qui préparent les JO, des mecs qui sont dans le plus haut niveau de top 14, qui font des compétitions internationales. Je travaille avec des futurs espoirs, des mecs qui ont fait des équipes de France moins de 20, tout dans différents sports, dans différentes choses. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ancien entraîneur de Victor Wembanyama et de bosser avec lui pendant un an, par exemple, tu vois, sur le basket, des choses qui m'ont appris, tu vois, des gens qui sont fantastiques. Et c'est pas parce que pour moi, vous atteignez pas forcément vos objectifs que vous allez échouer et que ce que vous êtes, c'est pas forcément bon. Donc ça serait le premier conseil que je donnerais. Le travail, le travail, le travail. La deuxième chose, c'est la passion. Parce que je pense que si vous n'êtes pas passionné dans ce fichu boulot, vous irez pas loin. Parce que globalement, même le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous n'êtes pas passionné, mais je pense que c'est pas le cas si vous avez écouté ce podcast jusqu'ici, franchement, si vous êtes passionné, ça fonctionnera. C'est juste une question de temps et vous arriverez forcément à des beaux trucs. Et la passion, c'est ce qui te permet de tenir. Donc restez passionné. Et si un jour vous êtes plus passionné, ou que si vous doutez de votre passion, restez encore un petit peu, mais pas trop longtemps, parce que sinon, je pense que c'est une problématique et ça peut pas être pertinent au long terme. Et le troisième conseil que je donnerais, ça va être un peu antinomique et un peu opposé au premier conseil que j'ai dit. Travaillez, mais pas trop. Pensez également à votre santé, à votre bien-être psychologique, parce que si vous n'êtes pas bien psychologiquement, vous pouvez pas aider les sportifs qui sont en face de vous. Et que la priorité, ça doit toujours être votre santé psychologique à vous et pas forcément celle de vos sportifs. Euh, Parce que si vous n'êtes pas bien, vous pourrez pas bien aider les autres. Donc je pense que si vous, pour moi, c'est entraînement tous les jours obligatoire. Prendre soin de son sommeil, si possible, pas comme moi cette nuit. Et, euh, et globalement avoir une hygiène de vie irréprochable et surtout profiter quand on le peut et dès que possible si vous avez un lien proche avec votre famille, de votre famille, parce que même si notre boulot c'est notre passion, l'à côté est super important et que si on n'en prend pas bien soin, on n'ira pas loin dans notre boulot non plus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur 3 choses. Je sais pas si tu veux rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça rejoint un peu ce que Samuel disait aussi dans le podcast que j'ai fait l'autre jour. Le charbon, il a dit la même chose aussi. Mais ouais, je pense que c'est très important de travailler à fond parce que ouais, le travail paye. Comme tu dis aussi, le bien-être psychologique, c'est important. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on fait plein de choses à la fois. Je parlais d'équilibre de vie aussi avec Samuel. Je pense que c'est important d'essayer de tendre vers un équilibre de vie parce que il y a un moment, on peut travailler beaucoup, faire plein de choses, être super haut, mais je pense qu'il y a un moment, on va redescendre. Donc, je pense que c'est mieux de essayer de trouver un juste équilibre, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Et la passion, la vocation aussi, je Je pense que dirais, c'est tu vois, c'est essentiel, c'est essentiel. j'ai un autre truc qui me vient en tête. S'organiser. Parce que tu vois, je vois beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais je pense que la clé aussi, c'est l'organisation. Parce que il y a quelques temps, je me rends compte que les timings où je me sens pas bien psychologiquement, les timings où ça fonctionne peut-être pas bien, ou tu vois, où avec mes athlètes, je suis peut-être moins un peu performant sur la qualité du programme d'entraînement, parce que oui, ça arrive et oui, je suis humain.
Et ces timings-là, c'est des timings où je suis pas organisé. Donc, dernier conseil, je pense que ça serait l'organisation. Parce que tu vois, aujourd'hui, enfin, c'est peut-être horrible à dire. Tu vois, les gens, ils me demandent tout le temps comment tu fais pour faire ça et pas forcément être fatigué. L'organisation. En fait, on a tous 24 heures dans une journée. Je fais 8h, 17h et j'ai mes coachings après. Et tu vois, j'arrive quand même à garder un équilibre. Mais si j'avais pas d'organisation, que tous les jours, par exemple, le vendredi, je faisais pas le point sur qu'est-ce que je vais faire la semaine d'après et réorganiser en fonction de la semaine et y voir clair. Surtout y voir clair. Parce que tu vois, je pense que le stress des gens, il vient beaucoup du fait que ils savent pas où ils vont. Et quand tu sais où tu vas, peut-être que tu fais de la merde, mais au moins tu es rassuré psychologiquement, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce que je te donnerais. L'organisation, l'organisation, l'organisation. Ouais. L'organisation et les priorités. Tu disais les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais je pense que c'est une question de priorité. Si tu priorises ce qui est important, tu prendras le temps pour les faire. Mais si ouais, il y a des choses, tu les priorises pas, ça passe vite à la trappe, quoi. C'est ça. Voilà. Bah Nickel. écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour la fin? Bah, merci beaucoup, hein, Johan, de m'avoir invité sur ce podcast. C'est un plaisir de pouvoir passer sur ton podcast et tes questions étaient très pertinentes, donc j'ai passé un beau moment. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu aux questions et d'avoir partagé tes connaissances, ton expérience aussi, même si tu es jeune. Donc c'était un plaisir et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés, qui sont arrivés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à laisser un petit avis en commentaire. Vous pouvez également retrouver Lucas Guigné sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.